Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la biotechnologie de l'insémination artificielle bovine. Tout naturellement, nous commencerons par une technique de persuasion. Ici, il y a la page de garde de ma thèse de doctorat d'état en sciences et en médecine vétérinaire qui a porté sur l'amélioration génétique par la biotechnologie de l'insémination artificielle bovine. Ceci rentre dans la technique de persuasion afin de canaliser l'esprit des jeunes vers ce que nous voulons, en particulier vers la performance, vers l'espoir, en leur disant que tout est possible. Si quelqu'un est parvenu à le faire, eh bien, vous pourrez le faire aussi. Imaginez que vous ayez un géniteur exceptionnel. Il peut être un bovin, il peut être un ovin, comme le bélier Sheila, qui se trouve dans la même ville au Mali et qui est bien connu de tous les éleveurs, qui est recherché au-delà des frontières du Mali. Il est recherché au Niger, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Il peut être un bouc, il peut être même un pigeon, comme je peux donner le pigeon Boer, je peux donner l'exemple de Cathy, je peux donner l'exemple de Hercule, pour ne citer que cela. Si vous avez un géniteur très performant et que tout le monde veut ses descendants, s'il faut passer par une montre à la main, tout au plus, vous ne pourrez faire que 2 saillies par semaine. Ce qui fait qu'il serait difficile d'avoir beaucoup de ces descendants. Par contre, si vous utilisez la biotechnologie de l'insémination artificielle, un seul éjaculat peut vous donner jusqu'à 300 doses fécondantes, ce qui multiplie de façon exponentielle les descendants de ces géniteurs. Eh bien, c'est ce qu'offre la biotechnologie de l'insémination artificielle. On va donner l'exemple du légendaire Holstein Joko Besne. À lui seul, il a donné jusqu'à 1 700 000 doses de spermatozoïdes. Il a donné naissance à plus de 4000 filles dans près de 60 pays différents dans le monde. Et s'il faut comptabiliser et rentabiliser ce que rien que la vente de sa sémence a donné, il a mobilisé à lui seul près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en vente de sperme. Ce qui est vraiment exceptionnel. Et vous pouvez obtenir à partir d'un seul taureau plusieurs descendants. Et sachant que le taureau a des performances exceptionnelles, on peut espérer qu'il a transmis ses caractéristiques génétiques à ses descendants et par conséquent, ses descendants seront aussi très performants. Toujours dans le cadre de ce taureau, il a fait l'objet de plusieurs écrits. Son corps repose au niveau du musée d'histoire naturelle depuis 2012. Et en plus de cela, ce géniteur du nom de Joko a fait l'objet d'une statue à son honneur et qui est placée au niveau du rond-point de la Blaine. Ceci juste pour vous dire qu'il est pratiquement immortalisé tellement il a rendu un service inestimable aux éleveurs. Là, nous avons un taureau d'insémination artificielle de race Montbéliarde. On peut obtenir plusieurs jeunes Montbéliardes. Là aussi, nous avons un autre taureau et avec plusieurs autres descendants. Le plan que je vous propose est le suivant. On va parler dans un premier instant de l'introduction, puis de l'historique de l'insémination artificielle. Ensuite, on va parler des méthodes de collecte de sperme, en particulier la collecte par le vagin artificiel. Il y a d'autres méthodes telles que l'électroéjaculation ou la collecte par le massage des vésicules séminales. Après la collecte, on va examiner le sperme, on va conserver le sperme, on va le conserver soit en paillettes, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, soit en pastilles, et puis on va parler de la mise en place du sperme à proprement parlant, autrement dit de l'insémination artificielle. Il faut dire que l'insémination artificielle consiste au dépôt des semences dans les voies génitales femelles sans accouplement. L'insémination artificielle se distingue chez le bovin par son expansion à cause
des avantages d'ordre génétique, des avantages d'ordre sanitaire et des avantages d'ordre économique. L'avantage génétique consiste à sélectionner les taureaux à la lumière des performances de leurs filles. La supériorité génétique des taureaux ainsi sélectionnés peut être largement diffusée par insémination artificielle. Et un seul éjaculat permet de saillir 300 vaches et il peut se conserver pendant une période d'au moins 10 ans, pour ne pas dire de façon indéfinie. Donc, s'il y a un avantage de l'insémination artificielle, c'est le progrès génétique rapide, mais aussi c'est la diffusion rapide du progrès génétique. Parmi ces intérêts, il faut aussi parler de l'avantage sanitaire. En effet, en évitant les accouplements, cela permet d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, autrement dit, les maladies vénériennes, d'où l'intérêt sanitaire. Il y a aussi l'avantage économique. Et l'avantage économique découle des progrès génétiques, de la maîtrise de la santé et surtout de l'avantage direct qui est celui de dispenser l'éleveur d'entretenir un taureau. En effet, si on ne fait pas l'insémination artificielle, on est obligé d'avoir un géniteur qui sera obligé d'entretenir, qui a des charges en termes d'alimentation, des soins sanitaires, des soins d'entretien. Et cela coûte relativement cher. Parlons à présent de l'historique de l'insémination artificielle. Au XVIIIe siècle, il y a eu l'insémination artificielle d'une chienne. Donc, c'est chez la chienne qu'on a commencé l'insémination artificielle au XVIIIe siècle. En 1930, il y a eu l'invention du vagin artificiel par les Russes Ivanov et Milanov. Donc, il faut dire que c'est surtout en Russie qu'a vu le jour le développement de l'insémination artificielle. En 1930, c'est le début de la conservation des spermes. En 1945, il y a eu le rôle des cryoconservateurs qui ont été décrits, tels que le glycérol par les travaux de Rostand. En 1950, Cassou inventa la méthode de congélation par la paillette. La paillette est un petit cylindre en polyvinyle qui permet de conserver les semences dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Et en 1964, il y a eu la congélation de la semence par les vapeurs d'azote liquide décrites par Jandet. En 1964, il y a eu aussi la méthode de conservation des spermatozoïdes en pastilles, méthode décrite par les Japonais Nagase et Niwa. Il faut dire que l'insémination artificielle concernait au début du siècle les chevaux à cause de l'importance socio-économique du cheval. Et le cheval est utilisé dans l'armée, il est utilisé dans les travaux champêtres comme animal de trait. Nous reviendrons amplement dans un module qui sera relatif à l'élevage des éculés. Après le cheval, ce fut le tour du mouton, particulièrement dans les États de l'Europe de l'Est, où l'insémination artificielle se faisait en ce moment à l'état frais. Donc on ne conservait pas les semences, on les utilisait aussitôt collectées. Le bovin est venu en dernière position pour finalement surclasser et les chevaux et les ovins. À l'heure actuelle, il faut dire que l'insémination artificielle est une technique qui est possible chez toutes les espèces, des mammifères jusqu'aux oiseaux en passant par l'homme. Et nous avons amplement décrit la méthode d'insémination artificielle chez la volaille au niveau de poules d'ornement. Parlons à présent de la collecte des spermes. Avant de parler de la collecte des spermes, parlons dans un premier instant de la sélection génétique des taureaux d'insémination artificielle. Et je pense que ce point est un point qui regarde et qui concerne tous nos centres de sélection tels que le centre de Toukounous, le centre Caprin de Maradi, le centre de Fako, le centre d'Ibessetan. Il faut dire que les taureaux qui séjournent dans les centres d'insémination artificielle résultent d'un schéma de sélection qui est assez coûteux et qui est génétiquement fiable. Ce schéma consiste dans un premier instant à faire une sélection sur ascendance. Donc pour cela, on va choisir des mères à taureaux qu'on va croiser avec des pères à taureaux. Cela va donner au niveau de la station de sélection, qui peut être l'INRAN, qui peut être l'USMP, qui peut être Toukounous, ils vont donner des descendants. Ces descendants mâles vont être sélectionnés individuellement et on procédera à une sélection massale sur le gain moyen quotidien, sur l'indice de la consommation, mais aussi et surtout sur la conformation de ces veaux. Au cours de cette sélection individuelle, on va éliminer 40 à 60% à l'âge de 6 mois.
Après cela, on va passer à une deuxième sélection à l'âge de 9 mois. Cette deuxième sélection se fera sur la fonction sexuelle et c'est ainsi qu'on va les apprécier sur leur libido et sur la qualité des spermes qu'ils donnent. Donc, à partir de 9 mois, on va commencer ce qu'on appelle le testage. Le testage, il s'agit d'inséminer des vaches candidates qui sont sélectionnées au hasard. Eh bien, ces vaches vont donner des petits et parmi les veaux, on va garder les femelles exclusivement. Donc, les filles qui naissent vont faire l'objet d'un suivi rigoureux dans les conditions de mise bas, mais aussi et surtout au niveau de la production laitière. Et ce, tant du point de vue de la quantité que du point de vue de la qualité. Et c'est ainsi qu'à l'issue de ce test, qu'on va calculer l'index génétique, autrement dit l'héritabilité, autrement dit le coefficient de corrélation entre la performance de ces filles et la performance de leurs parents. Et c'est sur cela qu'on va faire cette sélection, qui est la sélection sur les descendants. Donc au niveau du centre de sélection de Toukounous, on doit réellement procéder à la sélection des géniteurs en ayant leur héritabilité. Si on a une héritabilité de ces taureaux, on peut faire pour chaque taureau d'insémination artificielle une fiche, ce qui va augmenter sa valeur marchande, car en le mettant sur le marché, on donne en même temps sa morphologie, mais aussi et surtout son héritabilité, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus prisé sur le marché, mais aussi cela permettra de comparer un taureau d'insémination artificielle à un autre, car s'ils ont des héritabilités qui sont différentes, les gens vont tout naturellement choisir les taureaux qui ont une héritabilité beaucoup plus élevée. Après ce coup de gueule relatif au parc Toukounous, avec l'espoir qu'on va améliorer et qu'on va faire des efforts pour la sélection des taureaux d'insémination artificielle, nous allons passer à la description du vagin artificiel. Le vagin artificiel est un assemblage de 4 éléments. Le premier élément, c'est le corps du vagin. Et sur le corps du vagin, il y a une valve où on peut introduire de l'air ou de l'eau tiède. Le corps du vagin, il a 35 cm de longueur pour 7,5 cm de diamètre. Dans ce corps du vagin, il y a un manchon interne en caoutchouc souple. Et bien, ce manchon interne en caoutchouc souple joue le rôle de la muqueuse utérine. Et entre le corps du vagin et ce manchon interne souple, on peut mettre de l'eau tiède ou de l'air en pression. La longueur du manchon en caoutchouc souple est de 50 cm. Donc sa longueur est plus importante que celle du corps du vagin. Après le corps du vagin, il y a un cône en caoutchouc qui a une longueur de 50 cm et qui est terminé par un tube collecteur gradué qui permet de connaître quelle est la quantité de sperme qui est collectée au niveau du géniteur. La température avant toute utilisation du vagin artificiel doit être d'au moins 40 degrés Celsius, ce qui fait que c'est une température qui est supérieure à la température corporelle chez le bovin. La température corporelle chez le bovin est d'environ 39,5. Donc voilà, ici, nous avons un vagin artificiel. Voilà le corps. Dans le corps, il y a le manchon élastique souple. Il y a ensuite le cône. Et après le cône, il y a le tube gradué qui permet de collecter le spermatozoïde. Et là, nous voyons le manchon interne qui est souple au niveau de cette coupe transversale du vagin artificiel. Parlons à présent de la collecte du sperme. Parlons de la collecte du sperme. La collecte se fait soit avec un animal bout en train, autrement dit, on va essayer de faire en sorte qu'un mâle chevauche une femelle et au moment où l'animal saute, on dévie son pénis et on l'introduit dans le vagin artificiel et il va éjaculer dans le vagin artificiel. La deuxième méthode, c'est la méthode du mannequin. Dans ce cas, on a un collecteur qui est installé dans un mannequin et qui va présenter le vagin artificiel. Dans tous les cas, il faut dire que lors de cette collecte, l'animal doit être préparé afin qu'il soit conditionné. Et il faudrait que la collecte se fasse en routine. Et on peut faire 2 collectes par semaine.
Notons au passage qu'il existe d'autres méthodes de collecte telles que l'électroéjaculation où on introduit par voie intrarectale des électrodes et grâce à des faibles charges, cela permet d'obtenir des éjaculats de faible volume. Il y a aussi la méthode de massage des vésicules séminales où une fois de plus, c'est par fouille rectale, on procède à des massages des vésicules séminales, ce qui permet d'obtenir des éjaculats. Il faudrait dire que ces deux dernières méthodes sont utilisées surtout chez les animaux sauvages, mais aussi et surtout, on peut les utiliser chez les animaux qui ont des arthrites et qui ont beaucoup de peine à chevaucher la femelle bout en train ou à chevaucher le mannequin. Donc, comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un animal bout en train et on lui présente le vagin artificiel au moment où il chevauche la femelle. Là, nous avons un mannequin et il y a le collecteur qui se trouve dans le mannequin et qui va présenter le vagin artificiel pour collecter la sémence. Après la collecte, on va procéder à l'examen du sperme. L'examen du sperme a pour but de caractériser la qualité du sperme pour savoir s'il est utilisable et s'il est commercialisable. Les principaux examens qui sont faits sont les suivants. Il y a 1, l'examen macroscopique, 2, l'examen microscopique et 3, l'examen biochimique. Au niveau de l'examen macroscopique, on apprécie le volume. Ce volume varie de 0,5 à 15 ml. On examine aussi la couleur et l'aspect général. Et c'est à ce niveau qu'on peut voir s'il y a des traces de sang ou s'il y a des traces de pus dans le sperme. Et enfin, on va examiner les vagues macroscopiques. Les vagues macroscopiques sont des tourbillons qui sont des signes d'une bonne vitalité du sperme. Après cela, on va faire l'examen microscopique. L'examen microscopique a pour but de voir la motilité du sperme. Et on va utiliser un microscope à plaque chauffante à 38 degrés et on examine au grossissement 100. C'est ainsi que lorsque nous avons des mouvements tourbillonnaires, on donne la note de 5 au sperme. Si nous avons un mouvement ample et rapide, on donne la note de 4. Si nous avons des mouvements limités, on donne la note de 3. Si nous avons un faible mouvement, on donne la note de 2. Si nous avons un mouvement léger, on donne une note de 1. Et s'il y a une absence de mouvement, on donne la note de 0. Dans tous les cas, il faut dire que seuls les spermatozoïdes de note supérieure ou égale à 3 qui sont gardés. Les autres sont rejetés. Après la motilité, il y a l'examen de la concentration du spermatozoïde, de la concentration en spermatozoïde du sperme. Dans ce cas, on prend un échantillon de 0,1 ml qu'on va diluer au centième d'un du sérum physiologique formulé à 2%. Le comptage se fait grâce à un hématimètre ou à un photomètre, ce qui permet de mesurer la densité optique. La densité moyenne est de 1 million par millimètre cube de sperme. Et si nous avons un éjaculat qui a moins de 300 millions, l'éjaculat est rejeté. On procède ensuite à l'examen de la morphologie. En effet, la coloration à l'encre de Chine ou à l'éosine nigrosine permet de détecter des anomalies ou des malformations, particulièrement des anomalies de formation au niveau de la tête des spermatozoïdes ou au niveau de la queue des spermatozoïdes. On peut tolérer jusqu'à 20% d'anomalies, mais au-delà, les spermes sont rejetés. L'étape suivante, c'est l'examen biochimique. Au cours de l'examen biochimique, on va mesurer le pH qui varie entre 6,2 et 6,8. On va faire le test de fructolyse et le test de réduction au bleu de méthylène pour juger de la vigueur des spermatozoïdes. Toutefois, ces tests sont facultatifs. Et enfin, on va évaluer aussi au niveau des examens biochimiques l'aptitude à la congélation. Donc pour cela, on va congeler puis décongeler l'éjaculat et on va voir le taux de sperme qui sont morts. S'il y a beaucoup de sperme qui sont morts, ça veut dire que le sperme n'a pas une aptitude à la congélation et par conséquent, il serait difficile de le garder. Après la collecte, on va parler de la conservation du sperme. Il y a deux méthodes de conservation du sperme. Il y a la conservation par la congélation en paillettes. Les paillettes sont ce que vous voyez ici. Ce sont des petits tubes cylindriques qui sont bouchés à une extrémité et à l'autre extrémité, il y a un bouchon.
les paillettes sont scellées à l'une des extrémités et il y a un bouchon au niveau de l'autre extrémité. La deuxième méthode de conservation, c'est la congélation en pastilles. Et là, nous avons les pastilles qui sont dans un tube cryogène. Parlons de la congélation en paillettes. La conservation du sperme comporte 3 étapes. 1. On va passer à une dilution, ce qui fait qu'un seul éjaculat va donner 300 doses fécondantes. Puis, on va passer au conditionnement et enfin à la congélation. Parlons dans un premier instant de la dilution. Le but de la dilution est le fractionnement de l'éjaculation ou de l'éjaculat, autant pour moi, en doses fécondantes et on va profiter de cela pour administrer certaines substances qui assurent la survie des spermatozoïdes. On ajoute à l'éjaculat le dilueur et le dilueur peut être à base de lait ou à base de jaune d'œuf. Quels sont les diluants qu'on peut utiliser? On peut utiliser le citrate de jaune d'œuf dont la composition est ici. On peut aussi utiliser le diluant à base de lait dont la composition est ici. C'est carrément un protocole. Je ne vais pas m'étaler sur la composition. Je laisse la diapositive pour que ceux qui veulent voir les diluants qui les utilisent. Il faut dire aussi qu'il y a la possibilité d'améliorer la conservation en jouant sur tel ou tel composant des diluants. Il y a 2 protocoles de dilution. Le premier protocole se fait en 2 étapes. Il y a une première étape qui est la prédilution et une deuxième étape qui est la dilution finale qui se fait à 4 degrés Celsius. L'objectif de cette rigueur est d'éviter le choc thermique mais aussi d'éviter le choc osmotique. Le deuxième protocole est ici aussi. Je le laisse à ceux qui sont intéressés. Ils peuvent prendre le protocole pour le mettre en œuvre. Après la dilution, on va passer au conditionnement du sperme. Donc le conditionnement consiste à répartir le sperme en doses selon la technique des paillettes. Les paillettes sont en polyvinyle qui sont des tubes de 0,5 ml. Ces paillettes sont commercialisées avec un bouchon à l'extrémité. Donc après remplissage, l'autre extrémité est bouchée par trempage dans de la poudre de polyvinyle qui va se solidifier en contact avec un milieu liquide ou par sertissage à la chaleur. Quand on parle de sémence, c'est le nom qui est donné à une dose de sperme qui est fécondante. Sur cette paillette, il y a une bulle d'air et la bulle d'air, c'est le lieu de cisaillement. Donc, c'est le lieu où on va couper la paillette juste avant de la mettre dans le pistolet de Cassou sans pour autant perdre la moindre goutte de sperme. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons des paillettes. Il y a aussi la conservation en pastilles. Mais avant de développer la conservation en pastilles, parlons un peu quand même de la conservation de la paillette. Les paillettes sont conservées dans de l'azote liquide. Les paillettes sont d'abord placées sur une rampe métallique à 5 degrés Celsius, puis placées dans un récipient cryogène à moins 196 degrés en contact avec de l'azote liquide ou en contact plutôt avec de la vapeur de l'azote liquide pendant 9 minutes. Après, les paillettes sont carrément mises dans des gobelets et elles sont immergées dans de l'azote liquide. Il faut dire aussi que les paillettes sont identifiées par leur couleur, par la couleur des bouchons qui indiquent la race, mais aussi sur la paillette, on peut trouver des renseignements tels que l'origine de la sémence, tels que le centre d'insémination artificielle, le pays ou la date. Lorsque vous avez une bonbonne dans laquelle vous conservez des spermatozoïdes en paillettes, il faut toujours vérifier le niveau de l'azote de la bonbonne pour ne pas être surpris. Et là, nous avons de la conservation des paillettes dans des bonbonnes. Et nous voyons les bonbonnes dans un gobelet et le gobelet trempé dans l'azote liquide. Parlons de la conservation en pastille. Pour ce qui est de la pastille, la dilution diffère de la congélation en paillettes.
Donc là aussi, c'est un protocole, je ne vais pas m'attarder, je laisse cela à votre disposition. Il faut dire que la congélation se fait dans de la neige carbonique à cupules qui sont creusées avec une plaque chauffante. Et ensuite, on va déposer grâce à une seringue le sperme. Et puis, le sperme est congelé grâce à la réaction de sublimation de la neige carbonique. En effet, la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux sans pour autant transiter par l'état liquide. Et bien, la glace carbonique qui passe de la phase solide à la phase gazeuse permet de conserver le sperme sous forme de pastilles. Les pastilles sont ensuite installées dans des gobelets et les gobelets sont plongés dans le récipient cryogène. Il faut dire que l'identification des pastilles se fait grâce à des confettis qui sont des papiers de 5 mm de diamètre et qui sont placés sur la pastille. On peut utiliser des anneaux cylindriques, on peut aussi utiliser des onglets qui sont des papiers plongés dans la sémence. Le risque de la pastille découle au fait du contact avec le milieu extérieur, car il y a des risques de perte de sperme, mais aussi et surtout des risques de contamination en provenance des autres pastilles ou même de microbes provenant du milieu extérieur. Moralité, il est préférable d'utiliser la paillette que d'utiliser la pastille. Autrement dit, la paillette est la meilleure méthode de conservation des semences d'insémination artificielle. Là, nous avons le process pour la conservation en pastille. Nous avons une glace carbonique, nous avons une plaque chauffante. On pose la plaque chauffante et elle va créer des cupules. Dans les cupules, grâce à une seringue, on va mettre les spermes. Et en mettant les spermes, la sublimation de la plaque va faire en sorte qu'on aura nos pastilles et les pastilles sont mises dans un gobelet et conservées dans un tube cryogène. Passons à présent à l'étape à proprement parlant qui est la mise en place des spermes, autrement dit l'insémination artificielle à proprement parlant. Il faudrait d'abord dans un premier instant parler de l'organisation de l'insémination artificielle. C'est le moment de remercier infiniment Dr Zahra Hashimou qui est actuellement sur ce programme et la maison des éleveurs reste à sa disposition pour l'accompagner dans ce challenge, dans cette grande épreuve. La maison de l'éleveur peut lui proposer de la formation de ses agents car l'insémination artificielle est une technique qui exige beaucoup de dextérité mais aussi une maîtrise de la physiologie et de l'anatomie du bovin. Donc, l'insémination artificielle peut être organisée grâce à des appels téléphoniques. Donc, il y a des appels téléphoniques et l'inséminateur les reçoit, puis il se dirige vers ceux qui ont appelé. Il y a aussi l'insémination à circuit fixe. Dans ce cas, l'inséminateur quitte son lieu de travail et il a un axe bien déterminé à suivre. Donc, le leveur peut placer sur l'axe de l'inséminateur un signe pour dire qu'il y a un besoin au niveau de cette ferme. Et il y a enfin l'organisation par la centralisation des appels et l'inséminateur vient prendre tous les appels, par exemple au niveau du centre, et il prend ces appels et il va rejoindre les fermes qui ont appelé pour aller répondre à leurs besoins d'insémination artificielle. La méthode de mise en place, autrement dit l'insémination artificielle, varie selon la méthode de conservation de la paillette, de la sémence. Selon que vous avez des semences en paillettes ou des semences en pastilles, la méthode d'insémination artificielle ne sera pas la même. Commençons par la conservation des semences en paillettes. Lorsque vous avez des paillettes, on utilise un pistolet d'insémination artificielle appelé pistolet de Cassou. Dans ce cas, la paillette est introduite par cathéter après être sectionnée au niveau du bouchon d'air qui a été mis en place au niveau du centre d'insémination artificielle. Un piston vient prendre appui sur le bouchon de la paillette et il va repousser la sémence à l'extérieur, plus précisément dans le col de l'utérus ou carrément dans l'utérus. La sémence est déposée sur la partie distale du col de l'utérus ou bien juste à l'entrée de l'utérus.
Il faut dire que le col est tenu pour faciliter le cathétérisme par une fouille transrectale avec l'une des mains de l'inséminateur. Il faut aussi rappeler que avant la mise en place de la paillette, il faut la décongeler en la plongeant dans une eau tiède à 34 degrés d'une thermos. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Lorsqu'il s'agit d'une insémination et que ce n'est pas une paillette que nous avons, c'est une pastille. Dans ce cas, la semence est décongelée dans une ampoule de 1 ml de sérum physiologique. Et ensuite, la semence est ensuite mise en place à l'aide d'un cathéter relié à la seringue de Kassou. Donc, lorsqu'il s'agit d'une paillette, vous voyez, il y a une période qui consiste à décongeler la semence. Cette période est aussi très risquée parce qu'on peut avoir de la contamination. Alors que lorsqu'il s'agit de la pastille, vous la chargez tout simplement dans le pistolet de cachou après l'avoir décongelé et après l'avoir ouvert au niveau du bouchon d'air et vous déposez votre semence dans les voies génitales femelles. Il est important dans le cas de l'insémination artificielle d'avoir une vision claire de l'anatomie de l'appareil génital femelle. Ici, nous avons un exemple de l'appareil génital femelle. Ici, nous avons le vagin. À l'extrémité, nous avons la vulve. Dans le vagin, il y a le méa urinaire. Là, nous avons la vessie. Et à la partie distale du vagin, nous avons le col de l'utérus. Et là, nous avons le corps de l'utérus qui se subdivise pour donner les deux cornes utérines. Là, nous avons le salpinx et là, nous avons l'ovaire. Nous avons l'ovaire de la vache. De façon pratique, on va débourrer la vache. On va prendre le col de l'utérus avec la main gauche. Avec la main droite, on a chargé notre pastille dans le pistolet de Kassou. On va cathétériser le vagin. On va cathétériser le col de l'utérus et on va déposer la semence juste à l'entrée du corps utérin. De façon schématique, là, nous avons le col de l'utérus et deux fois, c'est fréquent de rencontrer des cols utérus qui sont en zigzag, ce qui rend la cathétérisation beaucoup plus difficile. Eh bien, de nos jours, l'insémination artificielle est rendue beaucoup plus facile grâce à des pistolets d'insémination artificielle qui sont dotés d'endoscopes au niveau de leur face interne, tel que vous le voyez ici. Et là, vous voyez le pistolet de Kassou qui nous montre carrément le cervix, ce qui fait qu'on peut le cathétériser sans beaucoup de difficultés et réduire les risques de traumatisme de la muqueuse vaginale ou du col utérin de la vache. Pour conclure, je dirais que l'insémination artificielle présente un intérêt évident qui explique son expansion dans le monde. L'insémination artificielle permet la diffusion rapide du progrès génétique, mais aussi l'amélioration du progrès génétique. Les résultats obtenus sur le terrain sont comparables à ceux qui s'observent dans la nature. Autrement dit, on a des taux de fécondité de 60 à 70%. Cependant, il faut rappeler que cette technique exige des règles et une technicité. Il faudrait assez de dextérité. Donc pour cela, il faut intervenir au bon moment par rapport à l'estrus. Il faudrait une bonne formation des inséminateurs afin qu'ils aient une habileté. Il faudrait que les vaches à inséminer soient en bonne santé, mais aussi et surtout, il faudrait que les vaches aient un bon état d'embonpoint. En effet, la fonction de reproduction est la première à prendre un coup lorsque les sujets sont affamés. Voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous ce module relatif à la biotechnologie de l'insémination artificielle. On se donne rendez-vous sur le prochain module qui portera sur la biotechnologie du transfert d'embryons et de la superovulation, qui est aussi une autre approche qui a des avantages qui sont must. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.